Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, dans cette émission, nous allons vous proposer 3 singulières destinations, pas loin en France, là où les bonnes surprises pépitesques ne manquent pas. Nous partirons d'un remarquable jardin normand à l'étonnant calme, d'un plateau du Puy-de-Dôme où le fracas des armes gauloises a longtemps résonné, au reste de la défunte Nationale 7, dont l'Allier. Oui, dans ce Tour de France estival en 3 étapes, je vous conseillerai donc 3 lieux. 3 lieux qui ont ce quelque chose d'intemporel, de puissant, d'unique et de singulier. Tous ancrés dans une histoire. La Normandie tout d'abord, au château de Bois-Guilbert. Là, un sculpteur paysager, Jean-Marc Depas, a fait de son jardin, que sa famille apparentée avec Pierre et Thomas Corneille ordonne depuis près de 400 ans, un étonnant atelier à ciel ouvert. Un lieu de créativité, de concerts et d'exposition sur lequel ces sculptures élancées et énigmatiques laisse planer un diffus voile de poésie. Dans l'Allier, Jacques de Chabannes, lui, il est maire de La Palisse. Et comme le marquis de La Palisse, son illustre parent, il bataille. Il bataille pour faire connaître cette jolie vallée de la Besbre, son remarquable château et ce pays d'azur et d'or si cher à son cœur de mer. Pourquoi tous les ans, 30 000 fans du pays de La Palisse et des années 60 se retrouvent autour d'un grandiose événement? Vous le saurez dans un instant. Sur la commune de la Roche-Blanche, enfin dans le Puy-de-Dôme, s'est installé au bord d'un plateau mythique un musée pas comme les autres. Il retrace une bataille, celle des Arvernes, tribu gauloise, qui lutta farouchement contre 6 légions romaines de Jules César et gagna. On y apprend enfin comment Vercingétorix, chef gaulois, a défait César dans ce décor somptueux de pleine nature des massifs du Sancy et de la chaîne des Puys que nous allons découvrir ensemble dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour vous donner envie encore d'aller plus loin et d'aller au-delà du périphérique, au-delà des autoroutes et de vous perdre dans cette campagne française qui recèle de tant de surprises, nous avons avec nous Stéphanie Depas, qui est propriétaire du château de Bois-Guilbert et directrice du Jardin des Sculptures avec son mari. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Jacques de Chabannes, maire de La Palisse, organisateur du grand embouteillage, et nous sommes bien dans l'Allier. Et puis nous sommes aussi avec Frédéric Nancel, directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, directeur de projet sur la cité des Gaulois. Bonjour à tous, merci de nous donner envie de venir découvrir vos destinations. On commence par la Normandie, parce qu'on est feignant, parce qu'on est à Paris, qu'on se dit, bon, la Normandie, c'est pas loin. On va aller voir le château de Bois-Guilbert avec vous, Stéphanie Depas. Racontez-nous l'histoire de cette demeure familiale que vous habitez toujours, comme Jacques de Chabannes habite toujours, lui, son château de La Palisse. Oui, donc c'est un plaisir d'habiter dans ces lieux. Pour mon mari, c'est un lieu de famille qui a été fondé par ses ancêtres. Charles Le Pesant de Bois-Guilbert, qui était cousin germain de la maman de Pierre et Thomas Corneille. Donc on n'est pas très loin de Rouen, de la terre natale de Pierre Corneille en 1606, né en 1606 par Rouen. Et cette terre a été construite il nous reste la chapelle et le pavillon de l'époque Louis XIII, donc à partir de 1620, par donc les ancêtres de Jean-Marc et ses frères et sœurs. Et Jean-Marc est né ici, d'une famille de 7 enfants. Le papa avait créé un poney club. C'était plutôt des terres agricoles autour du château. Et quand Jean-Marc a reçu ce lieu, qui est une terre maternelle pour lui, qui lui venait par sa maman. Il était alors étudiant en art et il a réfléchi à ce qu'il pouvait faire de ce lieu avec 3 hectares de parc ancien qui avait été transformé en herbage pour les poneys et 4 hectares de plaine. Et avec ces 7 hectares qu'il a reçus à 21 ans, il a imaginé un jardin poétique pour partager ses 2 passions, sa passion pour la nature et pour la sculpture. Un jardin remarquable, non seulement par son organisation, mais aussi parce qu'il est un lieu d'exposition et de concerts et d'activités et de créativité artistique. Tout à fait. Donc ce lieu, il l'a planté de 10 000 arbres et il a installé 70 œuvres permanentes qui célèbrent les éléments de la nature et l'histoire du lieu également. D'accord. Sur les 7 hectares. Et puis nous organisons des événements culturels avec l'association qu'il a créée, qui est une association d'amis et de soutien. Et parmi les événements, des expositions, on en parlera sûrement dans cette émission dédiée à Saint-Exupéry, puisqu'il y a un espace permanent dédié à Saint-Exupéry dans le jardin. Absolument. Également un été musical au jardin, des conférences, des stages. Stéphanie, voilà. Vous allez voir, on va parler de tout ça et on va donner à nos auditeurs, à nos auditrices de venir vous voir à Bois-Guilbert. À combien on est de Rouen, de Paris? Situez-nous un petit peu vite fait sur la carte.
À 30 km au nord-est de Rouen et à 120 km à l'ouest de Paris. Facile. Là, on va un petit peu plus loin. On va chez Jacques de Chabannes, qui est le maire de La Palisse dans l'Allier. Il est organisateur du grand embouteillage, mais il est surtout descendant du fameux maréchal de France, La Palisse, qui était marquis. Vous êtes comte, hein, Jacques? Ben oui. Ah bah oui, non mais c'est pas grave, hein, vous savez, on vous en voudra pas. Hein, c'est bien aussi, hein. Vous portez le titre de comte et vous habitez encore dans ce château. Décrivez-nous ce château de La Palisse que vous habitez. Alors, c'est une très grande demeure seigneuriale qui remonte au XIe, XIIIe siècle pour les parties les plus anciennes. Ensuite, il y a par exemple une chapelle qui était romane, qui a été réédifiée en gothique flamboyant. Et le maréchal de La Palisse, qui lui a été énormément séduit par l'architecture italienne pendant les campagnes d'Italie sous François Ier, on a profité, comme beaucoup de grands seigneurs de cette époque, pour ramener avec lui des ouvriers florentins qui ont édifié toute la façade principale du château, qui correspond aujourd'hui à la partie qui est ouverte au public et qui est d'époque Renaissance italienne. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous habitez toujours ce château et que donc il n'y a pas de cordelettes et de tapis rouges qui incitent les visiteurs à suivre un sens de fil, car ils sont chez vous tous les matins, vous prenez votre petit déjeuner, les gens vous disent bonjour. Ah mais exactement, c'est ce que je leur dis. Vous n'êtes pas dans un musée quand vous visitez le château. Je vous reçois dans ma maison que j'occupe tous les jours, été comme hiver. Et il y fait frais l'été, l'hiver aussi. Et c'est vrai, ce qui est merveilleux, c'est qu'on rentre dans une maison qui est habitée, on découvre tous les souvenirs de famille depuis, je vais dire depuis près de 1000 ans, puisque je connais avec toutes les preuves toute l'histoire de ma famille depuis le 9e siècle jusqu'au 19e. Du 9e siècle jusqu'au 19e, vous avez toutes les traces archivesques de votre famille. C'est dingue. Oui, pour moi, c'est le plus bel héritage, si vous voulez, et c'est grâce à un ancêtre qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a passé toute sa vie à étudier les archives que l'on possède. C'était un travail colossal. Son travail a été édité en 1892. Ça représente 8 volumes. Chaque volume fait 700 pages. Les 4 premiers volumes ne traitent que l'historique de la famille. Et les 8 autres volumes ne sont que des volumes de preuves qui attestent des origines, des possessions, des charges, des titres, des filiations, des faits de guerre, etc. D'accord. Donc, chaque fois que je me porte à ce livre, je peux savoir tel ancêtre à telle époque, qu'est-ce qu'il a fait, qui il a épousé, quel enfant il a eu, etc. et quels ont été les faits de guerre qu'il a connus. Parfait. Vous allez nous raconter ça tout dans cette émission et bien d'autres choses encore, notamment sur le château de La Palisse, sur votre ancêtre et sur le grand embouteillage. Mais il y a aussi Frédéric Nancel qui est avec nous. Il est modestement directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, directeur de projet sur la cité des Gaulois. Il a dirigé beaucoup de musées, Frédéric Nancel, et il est arrivé à 25 km à l'est de Vichy, 15 minutes au sud de Clermont-Ferrand. Il y a la... Comment elle s'appelle l'autoroute la 75 qui déboule chez vous. Tout est simple et vous avez un coup de cœur pour non seulement ce musée archéologique de la bataille de Gergovie, mais surtout quand vous êtes arrivé pour la première fois, Frédéric, pour l'endroit. Vous êtes sur le plateau où 30 000 Gaulois ont tenu tête et battu 36 000 légionnaires romains. Oui, d'abord, merci Christophe pour votre invitation. Je suis très impressionné par vos autres invités que je salue. Oui. Et parce que, à part de vous dire que le seul point commun que nous ayons, c'est que nous sommes peut-être descendants tous d'une même origine, mais oui. Au-delà de ça, on travaille beaucoup avec les archéologues et les historiens sur les Arvernes et sur ces peuples celtes et après gaulois et après gallo-romains. Donc voilà, donc c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Gergovie, et ça me fait toujours le même effet, c'est la montée pour aller sur le plateau qui est à peu près un peu moins de 800 mètres d'altitude, et c'est un plateau de 70 hectares, complètement enveloppé par tous les volcans d'Auvergne. Vous l'avez cité, le puits de Sancy, le puits de Dôme, et vous avez une vue à perte de vue, l'horizon se perd avec les nuages. Et voilà, donc ça déjà c'est le premier coup de cœur, c'est l'environnement, cette nature de la force tellurique. On est au cœur des volcans et on sent que ça vibre et que ça vit. Voilà, et on comprend un peu après l'histoire. Oui, on comprend pourquoi Vercingétorix il a attiré Jules César ici. Il était dans un domaine où il avait la main.
C'était son nid d'aigle en fait. C'était la course entre le chat et la souris. Et puis il a attiré Jules César sur son territoire. Et voilà, après, on en dira un peu plus, mais il faut venir au musée voir. Absolument. Déjà, on sait qu'en arrivant sur le plateau de Gergovie, on a un effet waouh. Qu'en voyant Jacques de Chabannes, enfin lui, et puis surtout le château, on a aussi un effet waouh. Est-ce que Stéphanie aussi, quand on découvre le château de Bois-Guilbert, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Décrivez-nous cette bâtisse, cette belle demeure. Écoutez, en tout cas, merci également pour votre invitation et très touchée de participer à cet échange. Souvent, on nous dit que c'est assez charmant parce que la brique est orangée et c'est vrai que on est en Normandie, donc l'herbe est souvent bien verte et surtout cette année. Et c'est vrai je pense que voilà, on ressent beaucoup je pense, de plaisir par le charme qui opère avec ces bâtiments anciens et notamment aussi la petite chapelle et le pavillon dont je parlais qui date du XVIIe. Le château, lui, a été reconstruit par la 4e génération, donc il date de la fin du XVIIIe, mais voilà, avec la même brique orangée, voilà, assez charmante. Et Corneille a résidé chez vous ou pas? Alors Corneille est venu, on l'a noté, donc il s'est fait connaître devant la cour pour la première fois en 1633 quand Louis XIII, Anne d'Autriche et Richelieu, quand Anne d'Autriche est venue prendre les eaux à Forges-les-Eaux. Donc notre Pierre Corneille avait 27 ans et à l'aller et au retour, les auberges à Forges étaient pleines. Donc il a dormi voilà, à Bois-Guilbert chez son cousin et donc il a vu voilà, ces bâtiments plus anciens, absolument. Parfait. On va marquer une petite pause, mes chers amis, pour continuer à parler de la palisse dans l'Allier, du château de Bois-Guilbert en Normandie et du fabuleux musée archéologique de la bataille de Gergovie. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. 3 lieux, 3 propositions, 3 histoires, 3 endroits absolument fantastiques à découvrir. Nous sommes avec Stéphanie Depas, propriétaire du château de Bois-Guilbert et directrice du Jardin des Sculptures en Seine-Maritime, avec Frédéric Nancel, directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, directeur de projet sur la cité des Gaulois, et Jacques de Chabannes, maire de La Palisse dans l'Allier et organisateur du grand embouteillage château de La Palisse. Jacques de Chabannes, quel aspect il a, votre château, aujourd'hui? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il y a le toit, tout va bien? Les fondations, il n'y a pas grand-chose à revoir? Tout est... Oui, il est beau de loin, mais loin d'être beau. Oui, c'est ça. Il y a toujours des travaux dans des grandes bâtisses comme ça. Oui, c'est vrai. Un peu ce qui devient compliqué quand vous héritez d'un édifice, d'un patrimoine de cette envergure et que vous n'avez pas la fortune qui va avec. Mais grâce aux visites que l'on organise depuis 1952, ça a été un des premiers châteaux privés en France à ouvrir ses portes au public, grâce aux locations qu'on fait du parc pour les mariages, grâce aux festivités que l'on organise. Par exemple, cet été, il y aura de nouveau un spectacle qu'on a repoussé du 14 au 18 août sur le thème de la guerre d'indépendance des États-Unis avec du mapping vidéo. Ensuite, c'est mon fils qui organise avec son association la première fête de la laine à La Palisse avec des alpagas, des lamas, etc. On aura une centaine d'exposants et ça se passera le jour des Journées européennes du patrimoine, le 21-22 septembre, et puis ensuite notre très grand embouteillage qui attire... Ça, on va en parler, du grand embouteillage. 30 000 personnes. Ouais. Auparavant, un petit mot sur votre ancêtre, le marquis de la Palisse. Pourquoi a-t-on gardé que cette histoire de vérité, alors que c'était d'abord un militaire et un haut dignitaire de haut rang qui a perdu la vie à Pavie, dans une bataille d'ailleurs dont il ne voulait pas, et qu'il avait conseillé au roi de ne pas y aller. Et puis voilà, il y a été, il est décédé. Alors, il n'était pas marquis, hein, il était simplement maréchal de France. Maréchal de France, oui. Oui, maréchal de France, grand maître de France. Il était aussi capitaine à l'égale de Bayard, dont il était l'ami. Et ce qui s'est passé, effectivement, vous avez raison de le rappeler, lui a déconseillé à François Ier de s'engager dans la bataille de Pavie. C'était déjà un vieux guerrier, il avait 55 ans. Mais François Ier, beaucoup plus jeune, a préféré écouter un jeune général, le général Bonnivet, et s'est engagé dans cette bataille qui a été un véritable désastre, comme Jean Giono l'a titré dans son livre « Le désastre de Pavie ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait les Espagnols et les Italiens qui affrontaient le royaume de France.
enfin, les soldats du royaume de France, donc François Ier, et le maréchal de la Palisse avaient été désarçonnés, désarmés, et un capitaine espagnol, un capitaine italien essayaient de le faire prisonnier afin de pouvoir le rançonner, ce qui était très rémunérateur à l'époque. C'était un peu un des jeux de ces guerres, de piquer les grands chevaliers adverses pour ensuite les rançonner, et ça rapportait pas mal. Beaucoup de grands seigneurs ont bâti leur fortune là-dessus. Et comme l'Espagnol et l'Italien n'arrivaient pas à se mettre d'accord, l'Espagnol a déchargé son arquebuse dans le corps du maréchal, qui est mort de ce coup d'arquebuse. Et lorsque les soldats du maréchal de la Palisse ont ramené son corps dans la chapelle du château, à la Palisse, dans le Bourbonnais, qui est aussi l'allié, et bien pendant le voyage, ils ont composé à sa gloire, à son honneur, une complainte. Et des vers de cette complainte disaient « Hélas, la Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. » On vit en un seul mot. C'est-à-dire qu'il était en pleine forme, il se battait bien, il faisait des envieux. Et c'est seulement 2 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, qu'un académicien du nom de Bernard de la Monnoye, lui avait déjà composé une chanson à l'encontre d'un certain monsieur de la Galice, avec un G. Une chanson qui comportait 52 couplets. Et on ne sait comment, il est tombé sur la complainte du maréchal de la Palisse, je ne sais pas où il l'avait découverte, il a transformé le dernier vers « il ferait encore en vie » par « il serait encore en vie », en 2 mots. Le F et le S en vieux français, c'est la même lettre, ce qui a donné, il a fait précéder, ce dernier vers un quart d'heure avant sa mort, ce qui a donné Monsieur de la Palisse est mort, un quart d'heure avant sa mort, il serait encore en vie. Voilà. D'où la première, la palissade. Ensuite, il a inclus ce couplet dans la chanson qu'il avait composée à l'encontre d'un certain Monsieur de la Galice. Il a transformé le titre par les vérités de Monsieur de la Palisse, et tout de suite, les chansonniers de l'époque s'en sont emparés, au même titre que la chanson Le Bon Roi d'Agobert, Malraux s'en va en guerre. On était quelques dizaines d'années avant la Révolution française. C'est devenu presque un genre littéraire. Oui. Pardon ? C'est devenu presque un genre et une mode littéraire pendant des années après, par la suite. Complètement. Alors, ça le ridiculise un peu, mais sans ces vérités de la Palisse, aujourd'hui, il serait complètement tombé dans l'oubli, alors qu'aujourd'hui, on en parle toujours, même à la radio comme aujourd'hui. Absolument. Dans d'autres médias. On s'y retrouve. Frédéric Dancel, le musée archéologique de la bataille de Gergovie, il a ouvert ses portes en octobre 2019. Aujourd'hui, 50 000 visiteurs par an. Il est situé sur le plateau de Gergovie, à l'extrémité orientale de l'ancien oppidum Arverne. C'est quoi, pour nos auditeurs, un oppidum ? C'est un village fortifié gaulois. Et donc, ce qui est assez surprenant dans cette région d'Auvergne, c'est que vous avez une concentration d'oppida, en pluriel, oppidum, oppida, qui est à vol d'oiseau. Vous avez notamment trois oppidums à quelques kilomètres les uns des autres, qui montraient une richesse et une force de cette société arverne gauloise, si vous voulez. Donc c'est tout ça qui est très intéressant dans ce territoire, c'est la richesse de cette civilisation celte gauloise, arverne surtout, puisque vous savez qu'il y avait plus d'une 60aine de sociétés gauloises, de tribus gauloises de l'époque. Et est-il vrai que dans cette bataille de Gergovie, en tout cas à son issue, César a été battu par les Gaulois ? Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a aucun doute depuis maintenant plusieurs années. Alors, ça a vraiment commencé avec l'impulsion de Napoléon III dans les années 1860, où lui, il était en recherche de Jules César. C'était un de plus qui était fasciné par Jules César. Et finalement, il est allé sur Gergovie et il a trouvé Vercingétorix. On rigole un peu avec les archéologues, mais c'est vrai qu'il a déployé d'un seul coup plusieurs centaines de personnes sur le site de Gergovie, et aujourd'hui on a des archéologues qui fouillent depuis des années 2016-2018, encore là cet été on a eu des fouilles, et donc aujourd'hui incontestablement on a trouvé beaucoup de choses sur Gergovie qui font que cette bataille a été gagnée par Vercingétorix, la seule, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on a ce musée, pour en parler. D'accord. Et vous êtes aussi chargé de réhabiliter cette image des Gaulois qu'on a souvent dit hirsutes, mal ordonnés, chevelus, barbus, avec des braies, des boucliers, qui mangeaient du sanglier. Voilà, non, alors je suis pas chargé de réhabiliter le Gaulois, je suis plutôt là pour essayer avec des historiens, avec des archéologues, avec des passionnés d'histoire, mais aussi de territoire, la nature et l'environnement est intimement mêlés à notre histoire, de
de donner des clés avec les découvertes qu'on en a faites, scientifiques, mais aussi de recoupement pour montrer que, bah oui, les Gaulois de l'époque, c'était pas hirsutes, comme vous dites, ils se rasaient, ils avaient une belle notion de l'entretien de soi, je dirais pas du bien-être, mais presque. Et puis aussi une grande richesse dans l'artisanat. Vous savez, qui se souvient que c'est les Gaulois qui ont créé sur la partie militaire la Côte de Maille, par exemple. Absolument. Et les Gaulois étaient pratiquement une civilisation qui manipulait, qui maniait le fer et l'or et l'argent comme nulle part ailleurs. Donc c'est tout ce propos qu'on essaye de mettre en avant pour donner les clés de vérité, si vous voulez. Stéphanie, vous êtes l'épouse de Jean-Marc, le créateur, lui. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un sculpteur paysager. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, tout à fait. Sculpteur et qui a été paysagiste de fait dans la création de son propre jardin, qui était plutôt une intuition artistique. Et alors aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec Frédéric Nancel de matières, quelles sont les matières que lui, il travaille, Jean-Marc, votre épout ? Alors, il a travaillé donc en premier lieu finalement avec la nature. Il avait d'abord fait 3 ans d'école d'ébénisterie, il pensait être ébéniste au départ. Et ensuite, il a bifurqué vers la sculpture, il s'est passionné pour la sculpture. Et il a continué à Boulle, les Beaux-Arts, etc. Mais il avait cette idée donc de créer le jardin. Donc d'abord, il va sculpter le végétal, et on a ce résultat avec ses allées, ses arches et ce cloître végétal également. Et puis effectivement, il est sculpteur quand même principalement aujourd'hui, et depuis 40 ans où il a ouvert son atelier à Bois-Guilbert, et il modèle la terre. Voilà, il est surtout modeleur. D'accord. Modeleur sur argile donc c'est de l'argile qui est assez meuble, qui avec ses doigts comme ça il donne une forme et après ça passe pas au four, hein? Non. Complètement. Donc c'est vraiment, il modèle la terre, il monte les volumes. Comme il fait beaucoup de sculptures monumentales, il met une armature avant de monter les volumes. Il travaille d'abord sur une esquisse qui va être validée par son commanditaire avant de la monter en grand format. Et ensuite, l'œuvre va durcir, va sécher. Donc quand elle est petite, on peut la cuire. Mais il va aussi répondre à des commandes ou disposer des œuvres dans le jardin. Donc pour cela, il faut mouler la pièce en argile, la mouler pour ensuite confier le moule au fondeur qui va faire un tirage en bronze, ou bien dans l'atelier créer un tirage en ciment ou un tirage en résine, ce qu'il a commencé par faire au départ, sans moyens particuliers. Et il y en a 70 sur l'ensemble du jardin. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, d'accord. Donc oui, en plus de cette immersion en pleine nature avec un coup d'œil vraiment original et vraiment agréable, on voit ce jardin quand même qui est très harmonieux. Tout d'un coup, on a comme ça 70 sculptures qui nous emmènent dans un parcours onirique et poétique. Oui, voilà, les sculptures soulignent la symbolique de chaque espace. Donc, les 4 saisons, les éléments, la terre, les vents, l'aurore, le crépuscule, les thématiques sont soulignées par des œuvres. On fait une pause, mes chers amis. On se retrouve dans un instant avec vous qui êtes dans l'Allier, dans la Seine-Maritime et dans le Puy-de-Dôme pour ces 3 destinations en France qui valent le coup d'œil et le déplacement. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à La Palisse, dans l'Allier, au château de La Palisse, avec Jacques de Chabannes, qui est le maire de La Palisse et également qui habite son château depuis, pas lui, mais depuis combien? 1436, hein, c'est ça, Jacques? 1430, précisément. 1430. Votre famille l'habite depuis 1430. Et Stéphanie est avec nous aussi. Elle est l'épouse de Jean-Marc Depas et tous les deux sont propriétaires du château de Bois-Guilbert. Et elle est directrice du jardin des sculptures en Seine-Maritime. Et Frédéric Nancel qui nous fait replonger au cœur de la vie de nos ancêtres les Gaulois et qui rectifie d'ailleurs au passage quelques idées reçues. Et il est directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie et directeur de projet sur la cité des Gaulois, Puy-de-Dôme. Jacques de Chabannes, maire de La Palisse, est-il vrai qu'en 1956, vous avez été le premier au monde, non j'exagère, en France, à lancer un son et lumière? Mais oui, c'est exact. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. C'est curieux. Est-ce qu'on ne se serait pas parlé avant? On dit que la vérité. On dit que la vérité à La Palisse. À la radio, oui. C'est mon père avec un de ses frères qui ont eu l'idée de copier Paul Robert Houdin, qui était le conservateur du château de Chambord. Et c'est lui qui a eu l'idée, au départ, de animer un château en nocturne avec du son et de la lumière. Et donc ça c'était en 55 et nous, ma famille l'a copié en 56. On l'a exploité pendant
une bonne vingtaine d'années, mais ensuite le matériel commençait à s'essouffler un peu. On trouvait plus des lampes pour remplacer les amplis et tout ça, parce que c'est des vieilles installations, mais qui existent toujours, que je présenterai certainement bientôt au public. Puis après, on a eu un très beau spectacle sur lumière qui s'appelait La Mémoire du Temps, de 1983 à 1987. C'était les débuts du laser, c'était une centaine de figurants, c'était des joutes à cheval, des danseuses professionnelles, etc. Il y avait 4000 places de gradins. Et puis ça s'est effondré au bout d'un peu plus de 4 ans parce que on est sur un territoire où à l'époque il n'y avait pas suffisamment de flux touristique et si on veut faire un spectacle de qualité, il faut y mettre les moyens et parfois on a du mal à rentabiliser, surtout quand on est un petit privé. Absolument. Avec le tissu associatif et puis ensuite un autre spectacle de 94 à 97 et là depuis 2016 j'ai été harcelé par ma responsable de l'office de tourisme du pays de la Palisse qui m'a dit il faut absolument refaire un spectacle, les commerçants demandent, les touristes demandent, donc on s'est relancé dans de nouveaux spectacles tous les étés avec là par contre du mapping vidéo, toujours des figurants, de l'accueil, de la pyrotechnie et à chaque fois un thème différent chaque été. Très bien. Stéphanie, propriétaire du château de Bois-Guilbert avec votre époux Jean-Marc et son jardin des sculptures. Est-il vrai que toute l'année au château, il vit ce château d'expositions d'art contemporain, de concerts et de conférences régulières? Vous le faites vivre et vous le faites vibrer en permanence. Oui, alors on y habite également à l'année au premier étage et au rez-de-chaussée, il y a cette galerie d'art. Et effectivement, notre bonheur, c'est d'ouvrir aussi le lieu. Il y a l'écrin et ensuite on peut ouvrir le lieu à d'autres artistes, sculpteurs, voilà, photographes, peintres et aussi donc à la musique maintenant, les musiciens qui donnent des concerts et puis des écrivains. Voilà, on va voir Michel Bussy qui pour le coup nous fait l'honneur de parrainer l'exposition dédiée à Saint-Exupéry. Il est parrain de la fondation. Donc c'est un lieu qui vit voilà aussi avec les artistes et avec l'ouverture aux autres. Moi, je félicite voilà tous ces sites, 50 000 visiteurs à Gergovie, c'est déjà c'est formidable. Nous, on a 15 000 visiteurs, on est à la campagne en Normandie. Oui, c'est bien déjà. Et c'est déjà bien, voilà. Et c'est vrai que pour faire vivre ces lieux et pour pérenniser une équipe et une ouverture au public, c'est important. Voilà, donc on a aussi, on le fait par plaisir, on le fait aussi en espérant que le lieu petit à petit se fasse mieux connaître et les artistes également. Est-ce que vous êtes d'accord avec la célèbre citation de Jacques de Chabannes qui dit « La vie de château, c'est pas la vie dans un château ». Alors oui, c'est pas tous les jours facile. En tout cas, c'est, je pense, un privilège, même si effectivement, il fait toujours bien frais l'hiver. Mais je pense qu'on est, on est entouré de beauté. Ça ne répond pas aux normes de confort actuelles. Hein, donc, je crois qu'il faut aussi être un peu fait pour ces lieux. Mais l'essentiel qui nous anime, c'est vraiment la sauvegarde, le partage et les valeurs de beauté. Voilà, les valeurs, tout ce qui peut permettre d'apporter notre petite pierre à la construction de cette société qui est pas toujours, qui a besoin de beauté et d'informations positives. Hein, voilà, donc ce qu'on essaie de faire en partageant le lieu. Eh bien, nous sommes tous d'accord autour de ces visios. Et vous allez être d'accord également, Frédéric Nancel, directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, pour dire que rien qu'en soi, l'architecture de votre musée, elle est remarquable. Parce que déjà, elle est située au bord du plateau. Et elle est remarquable pourquoi ? Vous savez, on est sur un site classé monument historique, ça paraît depuis 2018, un site qui a été après classé au titre la loi 1930 des sites pittoresques, historiques et naturels donc depuis 2022. Donc il y avait toute une démarche avec l'architecte qui s'appelle Jean-Paul Royard, un architecte local, de voir que ça se confond dans le paysage tout en se détachant un tout petit peu. Donc, il a choisi des matériaux qui sont le corten, ça ressemble un peu à des espèces de métal rouillé pour rappeler l'âge de fer. Il a choisi bien sûr la pierre, l'âge de pierre. Et en fait, il est en bout du belvédère, ce qui fait qu'on le voit au fur et à mesure qu'on arrive. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette découverte progressive. Tout ça dans cet environnement majestueux, naturel, fort. Donc ça surprend. Et puis quand vous êtes dedans, c'est encore une plus grande surprise avec la répartition de comment les muséographes et scénographes ont travaillé, parce que vous êtes presque près du précipice, presque près de là où les Romains ont essayé de gravir, de monter sur le plateau. Heureusement, ils n'y sont pas arrivés, mais ça vous donne une impression presque de vertige. Et puis vous avez, comme je le disais tout à l'heure, toute cette vue
vous savez, un musée qui est ouvert sur les paysages et sur la nature. Il n'y en a pas beaucoup. Complètement. Il n'y en a pas beaucoup. On a une baie vitrée de 30 mètres de long. Alors c'est un peu compliqué parce que quand il fait très chaud, on est aussi sur un plateau, donc c'est hyper venteux. On a des conditions climatiques parfois un peu fortes, même très fortes. Mais c'est ça qui en fait le côté original et complet de l'expérience. Voilà, on touche l'émotion. Et moi, je compatis, mais j'applaudis vos invités parce que j'ai eu cette chance dans ma carrière de diriger un grand château avec des collections. Et Dieu sait si c'était compliqué de gérer. Même notre musée à Gergovie, on a les mêmes problèmes alors que le bâtiment, il date de 5 ans. En fait, nos 5 ans cette année. Oui, vous avez géré le château de Chantilly, c'est bien ça, Frédéric, hein? Et oui, pendant 17 ans avec l'Institut de France, et je me souviens j'ai des souvenirs épiques en pleine nuit, des bourrasques, le vent, la tempête, les arbres qui sont déracinés, l'eau qui fuit partout dans la galerie de peinture avec des thermomètres. Enfin, j'ai passé 17 ans merveilleux, mais aussi beaucoup de stress, et je vous comprends parce que faut aller chercher des partenaires, faut convaincre, même si c'est une propriété de l'Institut de France, vous savez, il faut être passionné, et c'est ça que je me relie avec vos invités. Jacques de Chabannes et Stéphanie, est-ce que tous les deux vous acceptez que le public vous parle, vous touche, vous puisse communiquer avec vous, qui êtes des châtelains quand même? Ah non, jamais de la vie. Bah non, Jacques, je sais, mais Stéphanie qui est beaucoup plus sociable. Pas m'abaisser à ça quand même. Stéphanie, oui, bien sûr. Hein. On est complètement en contact. Après, voilà. non, on est complètement en contact, et c'est vrai que ce sont des lieux. Je pense que notre plaisir est dans le partage. Voilà, on a une équipe aussi qui nous soutient à l'accueil et des bénévoles, mais c'est vrai qu'on se ressource et je trouve notre force aussi au contact. Enfin, l'essentiel, c'est quand même la rencontre. Jacques de Chabannes, oui, vous communiquez aussi avec le public. Vous êtes content de les accueillir de chez vous, parce qu'ils viennent chez vous, les gens, quand même, hein? Bien sûr, déjà, il m'arrive de faire les visites. Hein. Moi, j'ai commencé à faire la visite, j'avais 17-18 ans. Donc, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années. Et puis, en tant qu'élu, je suis quand même assez proche des gens, en règle générale. Hein. Donc, voilà, mais ça se passe bien. Non? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dormir au château de la Palisse? Ça dépend avec qui. Oui, d'accord. Bien sûr. Et Stéphanie, est-ce qu'on peut... Non, il n'y a pas au château, non, j'ai pas de... Pas de chambre d'hôte. Stéphanie, on peut dormir chez vous? Voilà, on a 5 meublés qu'on est en train d'ouvrir au château, 2e étage, et une petite maison dans le jardin. Ça y est, c'est ouvert ça déjà. Bon. Voilà, et un gîte de groupe. Ah bah Absolument. très bien. Est-ce qu'il y a une date importante l'année prochaine, Jacques de Chabannes, en 2025? Alors, en 2025, effectivement, je suis en train de travailler avec l'actuel marquis de Chabannes, mon cousin, avec mon fils, avec mes nièces et mes neveux, puisque ce sera le 500e anniversaire de la mort du maréchal de la Palisse à Pavie, 1525-2025. Donc, on va profiter de ce 50e anniversaire, déjà pour faire un grand rassemblement au Chabannes, d'une part, et puis d'autre part, on est en train de réfléchir à voir qu'est-ce qu'on pourra offrir au public, alors peut-être au travers d'un spectacle, ou voilà, on est en train de travailler là-dessus, mais il faut qu'on se dépêche parce que 2025, c'est vite. Il faut vite se dépêcher. Quand on arrive sur le plateau de Gergovie, Frédéric Nancel, c'est quoi le monument Teilhard? Le monument Teilhard, ça nous replonge dans une histoire. Ça a été construit par un architecte qui s'appelle Teilhard, et il est dédié à Vercingétorix en fait. Donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque puisque Bartholdi, le fameux Bartholdi qui a fait la Statue de la Liberté que vous connaissez, qui avait un grand projet, et en fait le grand projet, pour des raisons diverses, financière surtout, mais aussi de choix politiques, a finalement fait sa statue de Vercingétorix majestueuse à la place de Jaude à Clermont-Ferrand, et imaginez qu'il avait prévu une statue d'à peu près de 30 mètres de long avec un Vercingétorix vainqueur à la main. Enfin bref, donc c'est devenu en fait un monument qui fait une quinzaine de mètres de haut en pierre volcanique, et au-dessus il est coiffé d'un casque. Le casque présumé de Vercingétorix. On ne l'a pas encore trouvé, mais bon voilà, donc ça donne un peu le phare symbolique du plateau de Gergovie et de Gergovie, et c'est un monument qui a
pour terminer, qui a vu beaucoup de politique au XXe siècle et aussi au XIXe siècle. À la fin, juste avant son édifice, qui a vu beaucoup d'hommes politiques venir autour de ce monument. Voilà. D'accord. C'est l'emblème un peu du plateau. On va marquer une pause, chers amis, et on va se retrouver juste après avec Stéphanie qui va nous expliquer le lien étroit qui unit le château de Bois-Guilbert en Seine-Maritime avec Saint-Exupéry. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. 3 propositions dans l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Normandie. 3 propositions différentes avec nos amis qui sont là avec nous. Jacques de Chabannes, maire de La Palisse, organisateur du grand embouteillage au château de La Palisse et qui vous reçoit jour et nuit pratiquement, car il adore le contact avec les gens, Jacques, n'est-ce pas, hein? Vous êtes en plus maire de cette belle commune de La Palisse et je vous en félicite parce que moi je suis très admiratif du travail des maires au quotidien. Je suis très admiratif aussi du travail de Frédéric Nancel qui est directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie et directeur d'un projet dont il va nous parler un peu plus sur la cité des Gaulois. Il est dans le Puy-de-Dôme et très admiratif aussi du travail que fait Stéphanie et Jean-Marc Depas, que font Stéphanie et Jean-Marc Depas, propriétaires du château de Bois-Guilbert et directrice du jardin des sculptures. Stéphanie, quel est le lien qui unit tant que ça Saint-Exupéry et le château de Bois-Guilbert? Alors, en quelques mots, ce qui est évident, c'est qu'on a parlé de la statue de Bartholdi, de la statue de la Liberté. Jean-Marc a eu la joie de créer un petit prince pour la ville de New York qui a été installée sur la 5e avenue l'année dernière, à l'entrée de la ville albertine qui abrite les services culturels de l'ambassade de France. Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince à New York pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est parti d'abord vraiment faire résistance et il a d'abord témoigné sur l'absurdité de la guerre avec Pilote de guerre. Et précédemment, finalement, depuis plus de 30 ans, Jean-Marc, simplement sensible à l'œuvre de Saint-Exupéry, avait eu l'occasion de faire de façon très spontanée au début de sa vie d'artiste un buste sur Saint-Exupéry. Et puis, il y a eu une rencontre, il y a eu un projet de jardin poétique pour la Russie qui n'a pas abouti pour des questions... de politique internationale, de mafia. Il y avait un beau projet de jardin poétique dédié à Saint-Exupéry. Donc, il y a eu l'accord de la famille. Et donc, depuis plus de 20 ans, Jean-Marc travaille en accord et avec le partenariat de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. Et à travers ce projet de jardin dédié à Saint-Exupéry, il a créé des planètes, la Rose, Saint-Exupéry en pied pour la base aérienne de Saint-Dizier il y a 20 ans, la 60 ans de la disparition de Saint-Ex. Et cette année, nous fêtons les 80 ans, nous commémorons les 80 ans de la disparition de Saint-Exupéry le 31 juillet 1944, disparu au-dessus de la mer Méditerranée. Et cette année, nous accueillons, en plus de cet espace permanent, en lien avec cette sculpture du Petit Prince à New York, une exposition dédiée à Saint-Exupéry toute l'année pour évoquer les valeurs de de Saint-Exupéry dans l'engagement, d'abord avec l'aéropostale, l'aviation civile, le transport du courrier. Et voilà, donc c'est une exposition vraiment qui nous touche beaucoup. On est heureux des liens avec la Fondation qui nous a fait cette confiance. Et pour nous, sur nos lieux, d'accueillir, de pouvoir parler des valeurs d'un homme comme Saint-Exupéry, fraternel, humaniste, et qui a écrit ce conte testamentaire avec le Petit Prince, qui est une des œuvres les plus traduites au monde, après certainement la Bible et le Coran. C'est une aventure. C'est peut-être un deuxième temps de notre vie aussi à Bois-Guilbert avec Saint-Exupéry et le Petit Prince. Absolument. Et l'esprit de Bois-Guilbert, je trouve, se prête particulièrement à celui de Saint-Exupéry. Les deux univers se rejoignent dans la poésie, je trouve, et dans la félicité qu'ils impriment aux visiteurs. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose avec l'enfance et la création, absolument. Absolument, on est d'accord là-dessus. Alors, Jacques de Chabannes, maintenant il faut y aller. Tous les 2 ans, on organise à La Palisse le grand embouteillage. La 10e édition, c'est cette année. Elle se tient le 11, 12 et 13 octobre. C'est une reconstitution historique d'un embouteillage sur la Nationale 7. Il y a à peu près entre 800 et 1000 véhicules, 30 000 visiteurs qui viennent et tout le monde est habillé comme dans les années 60. Alors moi, je n'ai pas connu ces années. Comment on s'habille dans les années 60 ? Écoutez, vous venez... Comme vous êtes. Le deuxième week-end d'octobre et vous verrez comment ça se passe. C'est formidable ce que vous faites. Ces pantalons pattes d'éléphant, ces chemises à fleurs, etc. Ah oui, c'est 60-70 alors un peu. Oui, 50-60, oui. D'accord, très bien. Oui, alors les commerçants, effectivement, s'habillent
de cette époque. Les équipages, les véhicules qui viennent, ils sont tenus aussi d'avoir la tenue de cette époque-là. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un concept qui est complètement bourrin, si vous me permettez l'expression. Ah, je vous en prie. Vous avez d'un côté des collectionneurs, des gens qui bichonnent leurs véhicules, qui vont les restaurer à l'identique, etc., et qui vont venir s'empiler dans un embouteillage où les voitures vont chauffer, les bobines des 2 chevaux vont griller, etc. Et puis vous avez 15 à 20 000 spectateurs, même 30 000, qui vont les regarder passer avec la banane, de façon très intergénérationnelle, parce qu'il y a des grands-parents, des petits-enfants, des parents qui disent « Ah ben tiens, je me souviens, mon papa, il avait tel type de véhicule, mon arrière-grand-père avait ça, je l'ai vu avec cette voiture, etc. » C'est extrêmement bon enfant, c'est ce qui est sympa, ça s'est toujours très très bien passé. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est quand même 85 départements représentés, oui. 6 pays européens. Et si maintenant, pour cette année, on est autour de 800 véhicules, c'est parce que j'ai tenu à limiter le nombre de véhicules, parce que la précédente édition, il y a 2 ans, on avait dépassé les 1200. Et je tiens pas à ce que nous nous laissions dépasser. Justement. Absolument. Est-il vrai que vous êtes intransigeant et que vous n'acceptez pas les véhicules antérieurs à 1965 ? Alors, justement, c'est l'inverse. On n'accepte que les véhicules antérieurs aux années 65. Oui, c'est ça, c'est la fatigue. Après 65, non. Non. Après 65, c'est pas possible. Si vous voulez, on ne souhaite pas que ce soit un carnaval. Depuis, on a beaucoup été copié des embouteillages, des rassemblements des véhicules d'époque. On a même le label, nos villages accueillent des véhicules d'époque. On a été beaucoup copié, mais jamais égalé, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ce qui fait aussi la notoriété du grand embouteillage de la Palisse, c'est qu'on est très exigeant sur l'inscription des véhicules. Très bien. Bon contrôle. Il n'empêche que il se passe plein de choses à Joigny, à Pouglézo, bien sûr. À Tours, entre Aix-en-Provence. Mais pendant ces 3 jours de grand embouteillage qui est censé représenter le grand embouteillage que connaissait le village de la Palisse quand elle était traversée par la Nationale 7, on trouve des concerts, on trouve des restaurants, il y a de tout. Il y a des animations, c'est incroyable, la fête. Les équipages qui viennent créer leur propre animation, il y a plein de stands, il y a de la restauration, il y a de quoi s'occuper pendant 3 jours. On reçoit pratiquement 500 camping-cars en plus. Ah oui, voilà. Alors, plus calme, au directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, je poserai cette question. Qu'est-ce que c'est que le mur des objets ? Et où le trouve-t-on dans le musée qui, je le rappelle, est grand de 600 mètres carrés, hein. C'est pas un énorme musée, mais c'est un musée ludique et immersif. Oui, 600 mètres carrés, c'est la partie vraiment visitable en expo, ce qu'on appelle expo permanente. Alors calme, je voudrais que vos auditeurs comprennent bien que nous avons 50 000 visiteurs, certes, on ne pourra pas pousser les murs et c'est déjà, comme je dis à mes équipes, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc il ne s'agit pas d'avoir une politique vraiment de masse, plutôt de qualité. Et c'est vrai qu'un des piliers de notre succès, c'est quand même la médiation et toute l'équipe qui anime ce musée depuis l'origine. Le mur des objets, c'est dans la muséographie. Vous avez trois parties très importantes et bien sûr on est sur un site archéologique fort et il fallait pouvoir expliquer à nos visiteurs, petits et grands, on a à peu près 300 objets, donc c'est pas un musée avec beaucoup d'objets, mais c'est essentiellement des objets significatifs qui montrent justement, qui expliquent un peu la vie domestique de nos Gaulois à Arverne, des épingles à nourrice, ce qu'on appelle des fibules, qui montrent des petits statères, des petites monnaies qu'on a trouvées sur Gergovie et des alentours, qui montrent des petites fioles où le Gaulois mettait de l'huile ou des parfums, qui montrent aussi comment, voilà. Donc tout ça, c'est très important dans ce mur d'objets qui est plutôt vraiment sous terre. Le visiteur doit avoir presque l'impression d'être un archéologue et qui va découvrir ces objets. Et ça, c'est notre mur des objets. Sachant quand même, juste pour vous donner une idée, c'est que le plateau de Gergovie, puisqu'on anime aussi avec beaucoup de visites guidées le plateau, le jour, la nuit, les nocturnes, enfin, c'est quand même plus de 350 000 visiteurs. Oui, et sur le plateau.
Voilà, sur le plateau. Alors depuis qu'il a été protégé monument historique, avant on avait des grandes manifestations de reconstitution qu'on ne peut plus faire et ça fait partie des projets futurs ailleurs pour éviter d'abîmer le site protégé. Et vous travaillez sur un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la Cité des Gaulois. Alors vous avez 19 secondes parce que là on n'a plus beaucoup de temps. Oui, la Cité des Gaulois, en fait, c'est un projet qui est voulu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je rejoins mes amis par rapport à Saint-Ex, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes a un grand projet culturel de réhabilitation de la maison d'enfance de Saint-Ex en Auvergne-Rhône-Alpes. La Cité des Gaulois, c'est simplement de créer une véritable destination culturelle historique sur tout cet ensemble de cette société arverne, sur l'ensemble d'un territoire de plus de 4000 hectares, avec un label Grand Site de France, avec une zone de reconstitution. Donc c'est à la fois environnemental, touristique et culturel, pour montrer en Europe, avec des liens avec les musées européens, que finalement nos Gaulois étaient un peu partout et surtout en Arverne qui était un peu le cœur de l'Europe des Gaulois. Enfin, je dis ça très vite. Oui, c'est bien. Merci Frédéric Nancel, directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Rendez-vous dans le Puy-de-Dôme, à 15 minutes au sud de Clermont-Ferrand, pour visiter votre très beau musée. Merci également à Jacques de Chabannes. Je vous laisse conclure, Jacques, en disant que c'est l'année prochaine, les 11, 12 et 13 octobre 2024, le grand embouteillage. Et oui, et juste avant la fête de la laine pour les Journées européennes du patrimoine. Absolument. Et à Bois-Guilbert, le rendez-vous, c'est quand, Stéphanie ? Alors, l'exposition tous les jours jusqu'au 3 novembre sur Saint-Exupéry, les stages de modelage avec modèle vivant, premier week-end de chaque mois, un concert tous les dimanches à 18h l'été, et puis un rassemblement de voitures anciennes. Ah bah vous aussi. Donc, le 25 août. Très bien. Christophe, oui. Est-ce que je peux rajouter juste que pendant tout l'été, jusqu'en septembre, octobre, on a à peu près 11 types d'animations avec des visites pour les petits, les grands et notamment aussi de l'immersif, avec beaucoup. Et surtout, nous fêterons nos 5 ans le 18 octobre avant les vacances de la Toussaint. Pas mal de surprises et d'animations pour les grands et les petits sur notre site de Gergovie. Voilà. Je passerai vous voir tous les trois parce que vous m'avez donné très envie d'aller vous visiter. Merci en tout cas pour cette belle émission sur vos 3 destinations. Vous voyez, entre Saint-Exupéry, Bois-Guilbert, les voitures anciennes, la Palisse, on a retrouvé quand même le comte, le marquis, on a trouvé des collusions. C'est chouette. Merci beaucoup à tous. Bel été, bonne semaine. L'émission La France à découvrir est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel.